Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un des organisateurs, en premier intervenant, un des organisateurs du séminaire avec moi, parce que je ne suis pas seul, donc Monsieur Bernard Moiseau, de l'Institut de recherche pour le développement, qui nous vient directement de Montpellier et qui est directeur de l'UMR GRED, gouvernance, je ne vais pas y arriver, c'est marqué là, normalement tout va bien, et qui est un ethnologue, anthropologue, socio-anthropologue chevronné, puisqu'il a une grande expérience de terrain diverse dans le monde, mais une grosse partie de son travail a porté donc sur les aborigènes australiens. C'est le sujet qui nous réunit ici cet après-midi. Et en deuxième intervenant, nous aurons Madame Isabelle Brun, que je présenterai en deuxième partie. Avant de commencer officiellement la séance, je rappelle que le thème de cette année, c'est les êtres et les sociétés d'exception. Et le séminaire a été dédié à Tikoya Utamsi, qui est un grand poète congolais qui est mort en 1988, me semble-t-il, qui est considéré comme un peu l'équivalent de Rimbaud pour l'Afrique noire francophone. Et je lis des poèmes un poème de Tikoya Utamsi à chaque séance. Il se trouve que il n'y a pas de hasard. J'ai oublié le livre de poésie de Tikoya Utamsi ce matin, acte manqué. Mais je suis sauvé par le gond, et donc à la place, je vais vous lire une poésie d'un autre être d'exception, qui est poète, et qui est une de nos collègues, qui s'appelle Madame Dostena Angelova, parce qu'elle est poète en Bulgarie, très célèbre. Elle a publié de nombreux recueils de grands talents. Alors je voulais vous en lire un, qui me semblait un peu approprié. Il faut que je trouve le matériel. Ça s'appelle... Alors, normalement, elle écrit en bulgare. C'est une très belle langue pour la poésie, parce qu'elle est très sonore, elle est très, très belle à entendre, même quand on ne la comprend pas. Mais là, elle a écrit directement en français. Le recueil s'appelle « Il est temps ». Il est paru cette année. Ça s'appelle « Le vent portant ». Avant que ne refroidisse le symbole dans la matrice, avant que ne se dessèche le soleil au ciel, l'encre de mes yeux, avant que ne reparte le sourire, sur un bateau de la flotte commerciale Alice, ah, ma beauté, mon rêve si doux, avant que je n'oublie de quoi je parle, ou justement en ce moment précis, quand quelque part, comme s'il revenait, tu comprends, ta vie, c'est quelque chose qui n'a pas de remède, comme le vent portant n'a pas de frein. Voilà. Et il y en a un autre qui est pour les migrants. Ça s'appelle, je le retrouve, voilà, ma dernière patrie. J'ai parcouru le monde à chercher un bout de terre, ma patrie qui fuit, s'oublie, se meurt. J'ai parcouru le monde à chercher une rue familière, une odeur de mon enfance, une voix. La flamme de la joie danse avec son ombre, la chanson Saudade lave, le crime des pensées ordinaires, mort dans l'azur, souffle l'aurore, soupire le soir, éclaire le coin d'un cœur, dessine les formes éthiques des visages entiers, polis par la langue maternelle, des paysages sur les lèvres sèches, du vieillard qui chante la terra querida, fleurit une rose blanche, l'âme du Cap-Vert, Cabo Verde, ma dernière patrie, toi ne meurs pas. Voilà, de Dostena, poète bulgare. Merci pour elle. Et je cède la parole à mon collègue. Bonjour à tout le monde. Presque chaque année, quand j'interviens, suite aux sollicitations de Pierre notamment, il me fait faire des exercices, périlleux. Et je suis pas toujours sûr, à mon âge, de pouvoir contenter des maîtresses que je trouvais déjà très exigeantes quand j'avais entre une trentaine d'années. Je parle de l'Australie, bien entendu. Mais je me suis plongé avec quand même une certaine émotion et, ma foi, un certain plaisir aussi, dans mes notes qui datent
d'une époque où la plupart d'entre vous n'étaient qu'une lueur dans les yeux de leurs parents, au milieu des années 80, où j'ai travaillé chez les aborigènes d'Australie. J'ai vécu dans une communauté aborigène pendant pratiquement 2 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette communauté? Eh bien, il y a une histoire qui circulait et que moi j'avais un petit peu entendue et sur laquelle j'ai travaillé dans un premier temps. Et puis j'ai eu le rôle de l'anthropologue, on l'esquive parfois, moi je pense qu'il faut le prendre en compte, et j'en parlerai tout à la fin. Et donc on va parler de l'ami Pigeon. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Australie, c'est grand, très grand, 14 fois la France, environ. Et les Kimberleys sont la région nord-ouest, là-haut, dans le carré rouge, et principalement où va se passer notre aventure aujourd'hui, c'est entre Fitzroy Crossing, Derby et vers la Drysdale River là-haut. Voilà, dans cette région très montagneuse, comme vous le voyez sur la droite, avec le parc des Bungle Bungle, qui est un parc national maintenant, qui n'était pas à l'époque où j'y étais, et puis des gorges assez magnifiques avec tout un tas de grottes compliquées à trouver et compliquées à en sortir aussi. Voilà. Donc les Kimberley, à l'époque coloniale, il y a une colonisation vraiment en tenaille. Quand vous voyez la grande carte de l'Australie, il y a des gens qui sont venus avec tout le bétail, qui ont traversé toute l'Australie depuis la région de Sydney, à travers tout le continent. Et il y en a d'autres qui sont arrivés par bateau, un peu au nord de Perth. Et eux, c'était des éleveurs de moutons qui venaient directement d'Angleterre et d'Écosse. Et les deux se sont rejoints dans la région des Kimberley, et c'est pour ça que les populations aborigènes au milieu ont été un peu prises en tenaille, on va dire. On est dans une région aussi où on a 3 grands blocs culturels qui ne s'identifient pas toujours comme aussi distincts l'un que de l'autre, mais pour faire schématique, on a les populations côtières, qui sont donc vers le front de mer. Ensuite, on a les populations du désert qui commencent tout de suite au sud de Halls Creek, là, et Fitzroy. Donc là, c'est le grand désert de l'ouest de l'Australie. Et puis les populations comme les Bunaba avec qui j'ai travaillé et qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont eux et qui se définissent comme étant des populations des rivières, qui ont toujours été à proximité des rivières et donc en première ligne, en conflit d'accès, notamment pour l'eau, avec les colons dès que ces colons sont arrivés et dès qu'ils ont commencé à sédentariser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? De gens qui arrivaient d'un autre au-delà du monde. Alors bon, l'année dernière, on avait déjà un petit peu parlé dans le cadre de la mondialisation. C'était pas la première fois que les aborigènes de cette région voyaient des étrangers. Ils avaient été en contact avec les Makassars, avec des populations indonésiennes d'une part, et puis aussi tout au début on va dire de la découverte de l'Australie, des meneurs de chameaux, des gens qui menaient des grandes expéditions avec des chameaux. Il y avait des Afghans qui étaient là-bas. Eux sont un peu mêlés sur place ou sont repartis. Par contre, les chameaux sont restés. Vous avez une des plus grandes populations de chameaux sauvages du monde qui vit en Australie, à tel point que les pays des Émirats importent des chameaux d'Australie pour être sûr d'avoir de la race pure. Vous voyez, c'est quand même surprenant les dégâts qu'on peut faire après en ayant importé des espèces, on va dire, allochtones, mais qui se plaisent bien dans le pays. Mais aussi, donc les Blancs sont arrivés, mais avec eux sont arrivées des bêtes étranges, qui, à partir du moment où elles circulent sur mon territoire, pour moi c'est du gibier. Donc, si les premiers contacts entre les Blancs et les Aborigènes n'ont pas été forcément violents, à partir du moment où les Aborigènes ont commencé à poursuivre le bétail, le tuer, pour simplement se nourrir, là ça a commencé à être un petit peu plus violent. Et puis les déplacements volontaires et forcés des populations aborigènes, volontaires parce que c'est la dernière ligne, la Sugar, Tea, Blanket and Tobacco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se sédentarisait à proximité des fermes d'élevage, les Blancs, pour que les gens restent là, et qui ont fourni pendant pas mal de décennies de la main-d'œuvre gratuite, pendant que ces gens étaient là, on leur donnait du sucre, de la farine, du tabac et des couvertures pour que, voilà, on leur donnait un peu de différentes choses qui attiraient beaucoup les gens. Et cet enracinement des colons, il s'est fait autour des points d'eau, et les points d'eau, on sait d'une manière générale que ce sont presque toujours, dans beaucoup de sociétés du monde, surtout des sociétés où l'eau est rare, des endroits sacrés ou qui ont une valeur symbolique forte et qu'on ne peut pas s'approprier a priori. Voilà en introduction très générale.
Ensuite, on va parler donc des populations Bunaba. Vous avez là, avec les quelques photos, un résumé, on pourrait dire, de ce qui s'est passé en quelques décennies. Hein, les gens vivant au départ dans les gorges et dans les montagnes, avec où sont cachés des objets sacrés, paysages qu'on représente avec du pointillisme, hein, les fameux dessins aborigènes. Et puis en quelques années, ils sont devenus des gardiens de bétail, ce qu'on appelle là-bas des drovers ou stockmen. Et donc, c'est des populations qui se définissent comme étant populations des rivières. Leur premier contact, c'est les premiers, puisqu'ils étaient au bord des rivières, qui ont été en contact avec les Blancs. Les gens du désert se sont retirés vers l'intérieur, et les gens des côtes étant remontés plus au nord. Donc, toutes leurs terres ancestrales ont été quasiment, dès le début, confisquées, ou en tout cas occupées par les Blancs. Et en quelque temps, rapidement, de chasseurs-cueilleurs, ils sont passés à gardiens de bétail. Voilà. Beaucoup d'entre eux. Et puis, de nombreux massacres aussi, qui sont toujours fortement présents dans l'esprit des gens. On imagine bien pourquoi. Et les Bunaba, eux, ont été, dès le départ, en conflit pour les terres ancestrales avec les colonisateurs blancs, bien avant que Jandamara, qui est un de ces noms aborigènes, mais pas le seul, comme il est connu en anglais, sur le nom de Pigeon, devienne le héros de son peuple et un symbole local. Alors ça aussi, un héros de son peuple et un symbole local, c'est relativement récent par rapport à l'époque où se sont passés les faits. Donc, l'ami Jandamara, qui il est et qu'est-ce qu'il a fait en gros? Donc là, je vous ai fait des résumés parce que non seulement j'en ai une vingtaine de versions différentes de son histoire, mais il y en a au moins tout autant dans la littérature australienne blanche, et puis maintenant, on le verra tout à l'heure, dans des pièces de théâtre qui tournent dans l'Australie et qui sont mises en scène et réalisées par des populations aborigènes. Donc il est né aux environs de 1870, il est mort, ça on le sait, en 1897, et on considère que c'était un leader aborigène. Maintenant il est considéré comme tel. Donc les Bunaba, on l'a déjà dit, ça occupait le nord-ouest de l'Australie. En fait, il y a deux chaînes de montagnes pas très hautes, mais très escarpées, qui vraiment protégeaient le pays Bunaba de l'intrusion des Blancs. Donc ils étaient relativement protégés sur leurs terres, en tout cas les plus symboliquement marquées. Et lui, dès son plus jeune âge, en fait, vers 10-11 ans, il s'est retrouvé dans une propriété d'un certain William Lockin, ça peu importe, qui était proche d'une rivière qui s'appelle la rivière Lennart, qui est une des grandes rivières qui structure le paysage dans cette région. Et puis, tout petit, il a appris à monter à cheval, à tondre les moutons, à se servir aussi d'un fusil, ou en tout cas d'arme à feu. Et il a eu rapidement, même s'il était très jeune, la réputation d'être un très très bon stockman. Donc, j'utilise pas le terme cow-boy volontairement, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Stockman, c'est s'occuper du bétail en général, et donc autant les moutons que les bovins. Et il avait cette réputation. Il parlait très bien anglais, et surtout il n'avait pas du tout honte d'utiliser l'anglais, ce qui est assez étonnant, parce que même à présent, les aborigènes sont toujours un peu réticents, comme beaucoup de populations autochtones, à utiliser la langue de l'envahisseur, on va dire. Et le blanc l'avait surnommé Pigeon, parce qu'il était petit, rapide, avec une personnalité dite insolente, mais très attachante. Alors, il faut savoir que dans cette région d'Australie, il y a à la fois deux types de pigeons qu'on trouve. Il y a la tourterelle du Cap, qui vit très souvent en couple et qui s'envole très très vite, mais qui peut rester devant la voiture quand on arrive jusqu'à la dernière minute, et on arrive, bien heureusement pour elle, on les écrase jamais, et ils sont toujours à s'envoler très vite et avoir l'air un peu de défier les gens qui se passent en voiture. Et il y a aussi un pigeon dit pigeon vert, qui lui a un vol extrêmement rapide et très aléatoire. On dit, c'est pas un vol direct, donc peut-être que c'est lié. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est vers 15-16 ans, qui en gros correspond à l'âge de la deuxième initiation chez les jeunes Bunaba, les jeunes aborigènes de cette région. Il est retourné sur ses terres ancestrales pour y être initié, donc. Et là, avec les hommes de la tribu, il a appris les sites sacrés, il a appris les techniques de chasse, il est devenu aussi, il s'est fait une très bonne réputation. Alors tout ça, bien sûr, c'est a posteriori, puisqu'on parle d'êtres d'exception, ils étaient fortement exceptionnels. Maintenant, personne n'est vraiment en mesure de dire si on est dans la réalité, la fiction, le mythe, etc., etc. Mais tout ça, on peut en reparler aussi. Et puis, lui et certains de ses proches, donc en
fin 1880. Ils avaient fait une petite expédition punitive contre des troupeaux de moutons, donc ils en avaient zigouillé pas mal, et ils se sont fait arrêter par les Blancs, en compagnie d'un de ses proches. En fait, c'est son oncle maternel, et l'oncle maternel a une position très importante chez les aborigènes. C'est lui qui est leader dans les cérémonies d'initiation des garçons, et c'est pas la seule société au monde où il y a cette relation privilégiée. Et ils ont été arrêtés par la police dans les gorges de Wingina, ça sera important aussi, on va y revenir après, pourquoi ces gorges-là, et enchaînés donc, et c'est pour ça que cette photo, on voit souvent il y a des photos anciennes où on voit des cohortes d'aborigènes enchaînés qui sont emmenés par la police, et conduits à la prison de Derby. En fait, la prison de Derby, c'était ce grand baobab creux dans lequel on mettait les gens, c'est une prison, il y avait une porte en fer forgée devant, et on enfermait les gens là-dedans, on tient à facilement 30-40 personnes, quoi. Et ils étaient accusés de vol et donc d'avoir abattu des moutons. Et l'accusation, en ce qui concerne Pete a été en fait annulée parce qu'il a accepté de travailler dans un premier temps pour la police en s'occupant uniquement des chevaux, puisqu'il avait été éduqué en ce sens chez les Blancs. Et puis, là aussi, encore une fois, il va acquérir une réputation de quelqu'un de fiable, de reconnu parmi la communauté blanche, mais il joue le jeu. En tout cas, il joue bien le jeu de la communauté blanche. Il est respecté. Et puis, peu de temps après, sur encore une fois, sur une des fermes qui a été installée sur la communauté, la rivière Lennart. Eh bien, il retrouve un autre blanc, on va voir par la suite de qui il s'agit. Et un groupe d'aborigènes vient un jour l'interpeller, des anciens de sa tribu, et l'accuse d'avoir enfreint la loi Bunaba. Donc lui, il se trouve un peu pris entre deux feux, comme on peut l'imaginer. Et c'est quelque chose d'important aussi, cette ambiguïté entre intermédiaire ou à mi-chemin entre le monde des Blancs et le monde des aborigènes. Et on va voir que presque toute la vie de John Damara est en fait ponctuée de ces épisodes de défiance, de trahison, etc. Donc, pour éviter les sanctions tribales que lui promettaient les anciens, il va rejoindre une station qui est basée à Lililumura, bon, peu importe le nom, mais c'est encore une fois au cœur du territoire Bunaba. Et là, il se lie d'une forte amitié avec un monsieur qui s'appelle Bill Richardson, qui est le chef stockman. Donc, c'est lui qui dirige tous ceux qui s'occupent du bétail. Quelques années plus tard, comme il fait pas fortune et qu'en fait la station de Lillimora a été abandonnée très rapidement. Alors, il faut savoir que l'Australie, ça peut être très accueillant juste après la saison des pluies, mais le reste de l'année, c'est pas forcément l'idéal pour élever des moutons. Et beaucoup de ces stations d'élevage ont été très vite abandonnées parce que les gens n'arrivaient pas tous les moutons mouraient, il n'y avait pas de pâturage, etc., etc. Donc à la fin du 19e siècle, quasiment, Richardson, lui, abandonne sa station et va rejoindre un poste de police, va se faire recruter par la police locale, et propose que John Damara soit ce qu'on appelle un tracker, donc un guide et pisteur aborigène. Alors c'était très très utilisé par la police australienne à cette époque, mais d'une manière générale, c'était toujours exclusivement des aborigènes qui venaient d'une autre région, qui était utilisée par la police locale pour traquer les populations aborigènes qui, elles, avaient enfreint la loi, ou qu'on voulait arrêter. Donc, avec un autre aborigène qui s'appelle Capitaine, mais qu'on va perdre un peu au fil de l'histoire, en fait, il s'installe à Lililumura, qui est devenu maintenant un poste de police, parce que la ferme a été abandonnée. Donc, ils formaient tous les trois une unité qui semblait très soudée, autonome, et qui contrevenait aux règles habituelles de la police australienne, dans la mesure où, police australienne, non, en fait, police d'Angleterre, parce que, voilà, c'est toujours actuel, il n'y a pas d'indépendance encore en Australie. Donc la règle voulait qu'on ne soit pas à être arrêté des gens dans sa propre tribu. Plusieurs fois, il y a des épisodes, il y a pas mal de données sur cette époque aussi, et on raconte qu'il a sauvé la vie de Richardson à une occasion, alors qu'il y avait une attaque contre le poste de police par une bande armée de boomerangs sûrement et de lances aborigènes. Et puis,
après arrive donc l'acte de désertion qui est vraiment le point focal sur lequel se concentrent les populations aborigènes quand on vous raconte cette histoire. C'est que Jandamarra, lui, une nuit, il a fait feu sur Richardson pendant que celui-ci dormait, et puis il a délivré tous les aborigènes qui étaient prisonniers dans le poste de police, l'un d'entre eux étant son oncle maternel, qui était en train de lui dire, en fait, on va t'avoir, quoi. Tu as enfreint les règles tribales, maintenant tu aides les Blancs à capturer ton propre peuple sur ton territoire. Si on a une occasion, t'es foutu, on va soit t'ensorceler. Alors faut savoir que les aborigènes croient énormément à cette histoire d'os pointés. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais on ensorcelle quelqu'un et petit à petit la personne, très souvent, c'est de l'auto-suggestion selon certains. Le fait de savoir qu'on a été ensorcelé, les gens dépérissent et meurent, quoi, très souvent. Enfin, c'est ce qui est raconté. Moi, je vais pas rentrer dans ce genre de débat, mais bon. Et donc, il semblerait qu'il n'ait pas eu trop d'alternatives que de tuer le blanc, récupérer toutes les armes qu'il y avait dans le poste de police, et tous ceux qu'il a libérés avec lui vont constituer un groupe qui, pendant plusieurs années, va jouer au chat et à la souris avec les forces policières de la région. Alors ils restent ensemble, donc ils forment un groupe de renégats, on va dire, qui vont commencer à piller les fermes, les postes de police, pour récupérer des armes, du bétail, et ils vont stocker tout ça, ils vont cacher tout ça dans les gorges de Wandjina. Vous verrez quelques photos tout à l'heure. Et ça a vraiment créé la panique chez les Blancs, parce que d'abord, les Blancs, ils étaient très peu à l'époque. Il devait y avoir une quinzaine, peut-être, de fermes sur 30 000 km², dans des territoires que les gens connaissaient très mal, et que les aborigènes connaissaient sur le bout des doigts. Donc la police, face à cette rébellion, très vite, la police a eu des nouveaux effectifs, et a commencé à essayer de traquer les aborigènes, mais vous allez voir que Jandamarra et son groupe, quand les Blancs les cherchaient d'un côté, eux, ils attaquaient ailleurs, etc., etc., et ça a duré presque 3 ans en tout. Hop là, ben voilà Wandjina Gorge. Donc cette rébellion avec les forces contre les forces de police et contre l'État en général, lui et sa bande, ils ont attaqué des convois de stockmen en tuant des blancs, etc. Il y a vraiment eu beaucoup de gens décédés. Alors on met beaucoup plus en avant quand même notamment la littérature australienne, le nombre de blancs qui ont été tués. On parle beaucoup moins du nombre d'aborigènes qui ont été tués, mais je vous laisse vous-même vous faire une idée. Ils sont rejoints par de nombreux volontaires aborigènes qui soit se sont échappés de prison, soit que libèrent quand ils attaquent des postes de police. Et puis l'inquiétude grandit dans la région. Le gouvernement de Perth, très loin quand même, plus de 2000 km, mais envoie quand même des forces de police. Et on fait une embuscade à la sortie des gorges, de Wandjina Gorge donc. Et le plan est déjoué par Jandamarra, puisque comme il a travaillé avec les forces de police, il sait un peu comment on s'y prend. Donc il arrive à repérer que les gens sont en train de les surveiller pour faire une embuscade. Lui et son oncle maternel sont blessés, mais ils arrivent à fuir et disparaître dans des zones inconnues des Blancs, dans ce dédale de grottes des gorges. Donc il y a vraiment une période très violente de guérilla dans la région, et les aborigènes organisent des raids éclairs, ils attaquent, et puis ils changent de refuge très régulièrement, et quand les Blancs l'attaquent à un endroit, lui il est déjà à un autre, en train de soit piller une ferme, soit piquer des armes dans un poste de police. Bon, mais toutes les bonnes choses ayant une fin, ça va mal se finir pour lui, et puis bien pour l'État, donc l'honneur est sauf. Il attaque une ferme à Oscar Range, qui est vraiment le cœur du territoire Bunaba, tue le propriétaire, la police qui avertit rapidement commence à le poursuivre avec des nombreux renforts. Il est blessé, et juste avant de s'enfuir, en fait, plus que de tuer les Blancs, ce qui l'intéresse, c'est de tuer les pisteurs aborigènes, parce qu'il sait que sans eux, la police est beaucoup moins en capacité de rattraper les fuyards, parce qu'ils ont du mal ils connaissent pas la région, ils ont du mal à détecter les traces dans le désert notamment. Et cette fois-ci, la police va pas abdiquer, ils vont l'attaquer de nouveau. Il est blessé à plusieurs reprises, il arrive encore à s'enfuir, et en fin de compte, il y a la scène finale, il est coincé dans un cul-de-sac dans une des gorges. Ses effectifs sont vraiment très réduits, il n'y a plus qu'une 8 ou 10 hommes autour de lui. Il a plus de munitions, ils sont encerclés par la police, et pof, il est tué. Alors les aborigènes racontent en fait que pourquoi il a toujours survécu, c'est que
son élément vital, c'est un peu comme le talon d'Achille, si vous voulez. Son élément vital était dans son pouce. Et c'est que quand il a reçu une balle dans la main et au niveau du pouce, qu'à la fin, il a été tué. Plus tard, il y a un de ses prédécesseurs qui avait fait déjà une rébellion chez les aborigènes dans le Queensland. Et qu'est-ce qu'ont fait les forces de police? Ils ont coupé la tête de Jandamara et qui a été envoyé en Angleterre pour prouver qu'on avait bien mis fin d'une manière un peu violente, certes, mais efficace selon leurs critères, à cette rébellion aborigène. Donc quelques photos, voilà, Wandjina Gorge, qui est vraiment, ce sont des gorges très abruptes, ça fait à peu près entre 100 et 150 mètres de haut, et tout en haut, vous avez c'est très coupant, et vous avez plein de coquillages, etc. C'est parmi, avec une autre chaîne de montagnes, qui est en Chine, et une autre, je sais plus trop où, à Madagascar, je crois qu'il y en a une aussi. C'est parmi les premiers massifs qui ont émergé des fonds marins. Donc c'est comme ça, et c'est très difficile d'accès. Là, c'est très joli et tout, on est en saison sèche, j'imagine, mais très difficile d'accès. Et voilà Tunnel Creek, où il s'est caché pendant pas mal de temps. Et là, moi j'y suis allé plusieurs fois, on traverse une grande des nappes d'eau souterraines, vous voyez, qui changent de couleur selon la période de l'année. Vous avez la même photo en haut. Et puis on a des sorties qui vont vous permettre de vous échapper, des lieux sacrés comme celui qui est au milieu. Et puis là, maintenant, ce sont des activités, vous voyez, à la fois écotouristiques, mais en même temps qui sollicitent les petits-enfants aborigènes, qu'on emmène sur les traces de Jandamara en visitant les ruines de l'ancienne station de police où il s'était caché. Ok, et là vous avez en haut la peinture, c'est pour montrer la puissance. Alors c'est pas vraiment un pigeon, mais pour montrer la puissance de Jandamara, qui se base aussi sur le serpent sacré, qui est un élément fort de la symbolique aborigène. Ah, on est un peu débugué là, non? Ah, pardon, excusez-moi. Hop. Voilà. Donc le point de vue, là je vous ai raconté un mélange du point de vue de l'histoire australienne blanche et de ce qu'on trouve un petit peu dans la presse. Même si vous tapez Jandamara sur Internet, vous allez avoir tout un tas d'histoires, y compris ce dont je vais vous parler après, le film, la pièce. Donc le point de vue des Bunaba, eux, comme toutes les légendes, il y a vraiment de multiples versions. Moi, celle que je vous ai donnée, c'est celle d'un monsieur que j'ai connu, qui est maintenant décédé, et qui était un des descendants de Jandamara, et qui a été un des inspirateurs du scénario, qui est devenu ensuite, après bien des péripéties, un film, qui a eu un certain succès, qui a été montré aussi à la chaîne ABC, et ensuite ça va devenir une pièce de théâtre qui continue de tourner en Australie. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez phénoménal par rapport à une histoire de la période coloniale qui peut paraître insignifiante, mais qui a quand même une forte incidence. Donc, pour les gens maintenant, c'est le symbole de la lutte contre les Blancs, enfin le pouvoir blanc, et puis une fierté identitaire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, ce que les gens disent, c'est qu'ils se souviennent de lui comme étant quelqu'un de fier, de portant, qui défend le territoire, qui défend une manière d'être. Enfin, vous avez tout ça là-bas. Et c'est là que vous avez le nom, en fait, le vrai nom aborigène, c'est Jalganguru, qui est en fait le nom de la gorge de Wandjina, qui est pas du tout le nom qu'on lui a donné. Et puis, vous voyez, c'est ce qu'on lui prête comme possibilité, c'est de pouvoir disparaître, de pouvoir voler, et d'avoir une sorte de bouclier invisible, ça fait très science-fiction, de bouclier invisible autour de lui qui empêchait les balles de le toucher. Ça, c'est dans la perception qu'ont les populations Bunaba de leur héros de référence, si on peut dire, un de leurs héros de référence. Alors, les gens disent que c'est vrai qu'il a vécu à une époque où les Blancs essaient de leur voler la terre, que le pays Bunaba était la dernière frontière. Ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant, de montrer que on était les derniers à résister contre les Blancs, ce qui est pas du tout vrai quand on connaît la région. En fait, c'est plutôt les Bunaba ont des gens qui ont plutôt, entre guillemets, joué le jeu des colons blancs pendant un grand moment, et c'est que assez dernièrement que leur volonté de résister, de s'affirmer contre les Blancs s'est exprimée, notamment via cette histoire qui a été récupérée, je pense. Et puis on connaît que c'est une époque où il y avait de la violence, de grands bouleversements, etc. Alors il est mort effectivement il y a plus d'un siècle, et
beaucoup de parties de sa vie sont mises en scène actuellement, ou en tout cas à l'époque où moi j'ai travaillé, dans des sessions soit destinées aux profanes, comme les petits garçons en noir et blanc là, soit des sessions un peu plus sacrées, comme le groupe de jeunes garçons qui sont initiés. Donc des parties des chants, des danses traditionnelles, des cérémonies d'initiation s'inspirent de certains événements de la vie de John Damara, ce qui est pas forcément très original dans la mesure où le passé mythique aborigène, le Dreamtime qu'on appelle, inclut toujours des éléments de l'histoire récente et les mélanges et les mix avec l'histoire mythique. Là, je vous ai mis juste un peu la chronologie de John Damara et puis à côté toute une série de portraits. Alors c'était là que je vous disais que c'était un peu émouvant ce matin parce que tous ces gens-là, je les ai très très bien connus. Il y en a même que j'ai connus un peu gamins, vous voyez, et qui ont créé un groupe, une société de production qui a les droits du film et qui les revend, les échange, etc. Ce qui est assez marrant, c'est que là-dedans, je vous dirai pas lesquels, même si bon, c'est pas très important, mais là-dedans, il y a au moins 3 personnes qui sont pas du tout Bunaba, qui pendant longtemps rejetaient cette identité-là, et qui maintenant se sont, à travers cette histoire, approprié un petit peu cette identité, ou en tout cas la revendiquent à travers le fait de faire partie de cette boîte de production. Donc John Damara, le projet. Alors le projet, il a démarré alors que j'étais encore là-bas, on en parlera dans la dernière diapo. Mais en 2005, alors que le film est sorti en 98, je crois. En 2005, la compagnie de théâtre Black Swan, qui est une compagnie qui met avec beaucoup d'auteurs et d'acteurs aborigènes, demande à la Bunaba Film Corporation, ou je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, de pouvoir adapter le script du film en faisant une pièce de théâtre. Et l'idée, alors l'auteur qui est Stephen Hawke, alors vous, la plupart d'entre vous qui ne connaissez pas l'Australie, ça vous parle pas du tout, mais Stephen Hawke vivait dans les Kimberley à la même époque où je faisais mon terrain, et c'était surtout le fils du Premier ministre australien, qui est quelqu'un qui a fait plusieurs bouquins sur la cause aborigène et qui était très impliqué dans le militantisme pro-aborigène à cette époque. Ce qu'on peut pas lui reprocher d'ailleurs. On s'entendait pas toujours très bien, mais enfin, peu importe. Disons que j'avais une légitimité auprès du gouvernement australien pour travailler sur les aborigènes que lui n'avait pas, et c'était pas toujours simple. Mais on a bu quand même beaucoup de bière ensemble, donc les choses s'arrangeaient. Donc il a travaillé à Fitzroy pendant de longues années, et c'est lui qui a été un des inspirateurs ou impliqué dans le premier script en 1994. Et un des objectifs de ce film, c'était vraiment de montrer la perception et le point de vue des aborigènes sur cette histoire. Donc c'est ce qui a été privilégié. Et puis, juste quelques années plus tard, en 2007, le Bunaba Film Corporation devient coproducteur, met en pièce la scène, qui est acclamé au festival de Perth en 2008, qui a fait ensuite une tournée avec beaucoup de succès dans 2 ans à travers l'Australie. Et puis petit à petit, on a vu apparaître cette assimilation entre Ned Kelly. Alors ceux qui ne connaissent pas l'Australie, Ned Kelly, c'était un Irlandais qui s'est vraiment sorte de Robin des Bois local, cartouche, ouais, qui s'est rebellé contre le pouvoir anglais en Australie, alors on le voit sur l'image de gauche, qui avait une espèce de boîte, il s'est fait avec des boîtes de conserve, un casque avec juste la visière devant, et puis qui a été recherché. Alors il y a eu plusieurs films qui ont été faits, dont un où Ned Kelly, le rôle de Ned Kelly, Ned Kelly, c'est Mick Jagger qui fait, hein? Mick, comment? Heath Ledger? Si tu veux. Non, il y en avait plusieurs. Là c'est Peter Fitzsimmons, mais il y a eu le Mick Jagger des Rolling Stones aussi. Ouais, qui a fait, il y a une version comme ça. Exact, ouais. Mais il y a eu plusieurs versions. Et donc, autant les Australiens mettent toujours en avant Ned Kelly par rapport à, dès qu'ils commencent à critiquer l'Angleterre, etc. Mais cette appropriation de ce Ned Kelly black, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis maintenant, comme on voit sur la droite là, il y a des bouquins pour enfants.
qui sont utilisés dans les écoles australiennes où on raconte l'histoire de Ned Kelly, de Jandamara. Vous voyez, même moi je fais le mélange. L'histoire de Jandamara, et on demande aux enfants de voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils ont un avis positif ou négatif? Est-ce qu'il fallait se battre contre l'envahisseur blanc, etc., etc. Donc c'est devenu même un instrument pour éduquer et sensibiliser les jeunes générations australiennes blanches à la cause des aborigènes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? J'allais dire à la fois beaucoup et peu de choses. D'abord, pour moi qui connais bien les Bunaba, vraiment, Pidgeon est révélateur d'une position que toute la communauté Bunaba elle-même a, c'est-à-dire très ambiguë, par rapport, tantôt on joue le rôle des Blancs, le jeu des Blancs, tantôt celui des aborigènes traditionnels, donc un peu jouer sur les deux tableaux, on va dire. Le héros longtemps ignoré, parce que je crois que c'est en 1981 qu'un linguiste américain est venu travailler dans la région et a été un des premiers à retranscrire l'histoire de Pidgeon, et on n'en trouve absolument pas avant de mention dans la littérature consacrée aux aborigènes dans la région. Donc c'est quelque chose qui a émergé très récemment. C'est en quelque sorte la revanche des Bunaba, parce que on a toujours mis en avant dans cette région le rôle très important des populations du désert, parce qu'elles étaient plus traditionnelles, entre guillemets, parce qu'elles parlaient toute les langues vernaculaires, alors que le Bunaba était en train de disparaître, et on était dans la région Bunaba, en plein milieu de leur pays, et eux étaient au second rôle par rapport aux anthropologues, par rapport au gouvernement australien, etc. Ils étaient considérés un peu comme un peuple en train de disparaître. Après, le rôle de l'anthropologue. Eh ben, le rôle de l'anthropologue, en fait, il a été quand même pas négligeable, dans la mesure où, dans des discussions un jour entre le vieux Jundumara et Stephen Hawke et d'autres personnes, j'ai fait partie du groupe de ceux qui ont contacté des producteurs américains qui sont venus ensuite et ont récupéré l'histoire Jandamara et tout ça. Bon, ça a mis 20 ans, le film, quasiment à sortir, mais c'est quand même sorti. Et donc, pour vous, plus tard, il faut savoir que, quelles que soient que les situations que vous êtes ou les engagements que vous prenez, vous allez avoir une influence, et vous en aurez forcément une. Donc, c'est mieux d'essayer de contrôler l'influence qu'on peut avoir et de l'assumer, que de se faire parfois manipuler par des gens dont on n'est pas tellement sûr de ce qu'ils vont faire de vos travaux et de votre position. Ensuite, véhiculer un mythe aborigène avec les outils des Blancs, ça c'est typique de l'identité australienne blanche. C'est vraiment, moi je trouve ça vraiment dégueulasse. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu les Jeux Olympiques de Sydney, mais la première chose qu'on a mis, les Jeux Olympiques de Sydney, l'ouverture de la cérémonie d'ouverture, ce sont des aborigènes qui dansent au milieu. Donc on dit en avant, on rend hommage au peuple aborigène. Ouais, mais enfin, vu ce qu'on leur a fait, ce serait la moindre des choses de leur rendre hommage. D'autant plus que dans la plupart de ces gens, on l'a su après, il n'y avait pas que des aborigènes. Il y avait des métis indiens, il y avait tout un tas de gens qui étaient dans des écoles de danse, mais qui n'étaient pas du tout aborigènes. Donc il y a une espèce d'utilisation de l'image d'aborigène pour un espèce de renforcement et d'enracinement, si vous voulez, de la culture australienne blanche dans son territoire, et de reprendre, un peu comme en Amérique latine, le concept de la terre-mère, de reprendre l'attachement qu'ont les aborigènes au sol et à la symbolique du territoire pour la transposer dans l'Australie blanche. Après, les jeunes générations, ça c'est vraiment formidable, parce que alors que les jeunes générations, tous ceux que je vous ai montrés là, ils étaient vraiment pas tellement partants quand, à l'époque où j'y étais, qu'il fallait se taper les cérémonies d'initiation, écouter les vieux chanter, tout ça, ça les emballait pas franchement. Le fait d'avoir pu puiser dans cette histoire du groupe Bunaba et de la transformer dans un contexte contemporain avec du cinéma, faire quelque chose, alors que le discours des personnes âgées, il n'y a pas que dans nos sociétés, est très souvent négatif, en disant aux jeunes, ouais, vous n'avez pas été initiés, vous faites que picoler, vous faites que de la musique, c'est nul, vous n'arriverez jamais, vous êtes en train de détruire notre culture. La preuve que non. Parce que, à travers d'autres, pardon? Ah non, pas tous les aborigènes, mais en tout cas, mais c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs maintenant, à travers le graffiti, à travers l'art moderne. C'est des véhicules adaptés au monde contemporain pour parler de la culture aborigène.
Et là, on a un vrai décalage avec avant où on ne représentait la culture aborigène que via des cérémonies traditionnelles, du genre de trucs, voilà, très stéréotypé qui correspond plus à la réalité. Là, on est dans une, je pense, plus proche d'une vraie réalité ou de la réalité quotidienne actuelle. Après le symbole métis, ben voilà, c'est ça. Est-ce que c'est les Blancs qui ont emprunté? Est-ce que c'est les aborigènes qui se sont inspirés un peu de l'histoire de Ned Kelly, qui était aussi très connue pour valoriser celle de John Domara? Moi, je sais pas trop, mais en tout cas, ça, c'est à la fois, comment dire, c'est à la fois révélateur de stratégies un petit peu douteuses, mais je crois aussi que c'est porteur de beaucoup d'espoir. C'est, on va dire, ces héros métissés. Voilà. Je vous remercie. Il y a forcément des questions, mais avant, tout de suite, parce que je vais perdre, et après tu pourras répondre éventuellement. Il y a deux choses immédiates qui me viennent à l'esprit. Premièrement, une question que j'adresse très officiellement, soutenue par l'association d'ethnologie dans son ensemble. Vous y allez un petit peu on y va. C'est quand est-ce qu'on projette le film? On est d'accord? Ça vous intéresse? On peut le faire? On peut mettre ça en route? Tu peux nous trouver le film? Je vais contacter, oui. Je vais contacter les producteurs, hein. Ah bah, parfait. Donc tu reviens, forcément. Et la deuxième chose, c'est alors, j'y reviendrai, mais ça, bon, nous avons un Béninois dans la salle. Le royaume du Bénin, c'était un royaume très important en Afrique, qui a été souvent rebelle. Pas le Bénin seulement, le petit Bénin aujourd'hui, qui est une division, en fait, une succession de divisions. C'était un grand royaume qui a été coupé, mais en Afrique de l'Ouest, tous les Africains se réfèrent notamment à une figure incontournable de la rébellion anti-française, Samori Touré, qui était entre le Sénégal, le Burkina et la Guinée, mais en réalité, il appartient à toute cette sphère de l'Ouest. Tout le monde s'y réfère et ça rappelle beaucoup John Damara. Et il y a une autre figure qui est moins connue de rébellion à l'autorité coloniale, alors avec les mêmes réticences que tu as souligné, les mêmes ambiguïtés. Il s'agit de la figure moins connue en France, en Occident, de celle de Put Long, c'est-à-dire un chef Nongar, qui a assassiné avec 13 autres chefs, sous-chefs Mnong, guerriers Mnong, l'explorateur géographe Henri Maître, qui est le fondateur de l'ethnohistoire, le premier à avoir pris en compte la tradition orale pour reconstituer l'histoire locale des peuples entre 1907 et 1914, et qui est l'auteur de l'impérissable chef-d'œuvre Les Jungles Moy, paru en 1912 chez La Rose à Paris. Il a été assassiné par 14 coups de couteau de la même manière que, apparemment, tel que tu le racontais dans le début, comment il est tué dans la nuit par John Damara. Comment il s'appelait? Harrison? Richardson. Et c'est un peu la même chose. Et en même temps, on pourrait le voir comme un traître. C'est une position, mais en même temps, ça fait partie un peu comme la rébellion, comment dire, la guérilla faite par des minorités un peu opprimées qui réagissent non pas frontalement à l'occidental, ils n'ont pas les moyens de le faire, mais réagissent à leur manière, c'est-à-dire par la guérilla. Donc ça a été très bien expliqué par Georges Condominas dans un article paru en 2000 dans l'Homme, s'appelle La guérilla au lard de la guerre chez les Vietnamiens. Très majeur culturel pérenne, c'est un article paru dans l'Homme, et il explique que c'est ce qui pourrait être vu par nous comme une traîtrise, comme une perfidie, etc. En réalité, c'est juste une adaptation en circonstances et une utilisation de la faiblesse pour devenir une force. Ils font avec ce qu'ils peuvent. Et c'est dans les deux cas, apparemment, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un héros local qui est un peu un tueur, un traître, qui est considéré comme méchant, qui peut éventuellement. Et ce qui est le pire, c'est que Put Long Lung, qui tue Henri Maître, l'estimait, il l'aimait même sur le plan individuel, mais il représentait quelque chose, un symbole de l'autorité coloniale refusé, et donc à ce titre, ils l'ont assassiné, mais ils l'ont respecté dans la mort.
en plantant un capoquier. Enfin, bon, c'est un peu compliqué, mais ils l'ont respecté. Et de la même manière, aujourd'hui, le mythe de Phuthong est récupéré par le gouvernement vietnamien de la même manière, et ils ont dressé une statue. Les Vietnamiens communistes qui eux-mêmes oppriment un peu, enfin, considèrent un peu les populations autochtones un peu comme secondaires, un peu comme, bon, c'est pas dit comme ça, mais un petit peu comme arriérés, si vous voulez. Et ils l'ont vietnamisé en ce sens. Ils considèrent aujourd'hui officiellement Phuthong Nguyen comme le premier rebelle à l'autorité, enfin le premier pré-communiste, le premier rebelle communiste. Il a été mis en prison en 1930 quelques, et puis là il est mort quelque temps après, mais il a pas eu une importance réelle. Et ça rappelle enfin la figure du Thiers, qui est très controversé quand on regarde l'histoire de manière très méticuleuse. C'était un ancien directeur de prison qui a tué beaucoup de gens, etc. Et pourtant, il est mort assez jeune. Il a une image de héros inconditionnel. Enfin, c'est une image très valorisée dans le monde. Quand on parle de liberté, de défense des libertés, on pense tout de suite à El Che. Et en réalité, quand on regarde, c'est donc en fait la frelatisation dont tu peux répondre peut-être sur ça, est un phénomène assez universel, et quand la figure légendaire historique atteint au mythe, je crois que c'est un petit peu universel, enfin c'est un peu inéluctable, non? Oui, enfin moi je suis pas forcément mieux placé pour parler des mythes universels, mais il est en tout cas assez évident, et j'ai retrouvé ça dans les différents pays où j'ai travaillé, donc Thaïlande, Laos, Madagascar et plus récemment au Maroc, mais c'est vrai qu'il y a une appropriation très souvent de figures fortes qui se sont dressées contre les États parmi des groupes minoritaires, et à partir du moment où il y a une appropriation ou une universalisation de ces images, de ces personnages par l'État, on affaiblit forcément le rôle de ce qu'ils peuvent représenter comme représentants et défenseurs des populations minoritaires et rébellion à l'État. Donc voilà, c'est un classique de s'approprier l'image des populations minoritaires pour la faire sienne. Après, après c'est peut-être plus compliqué. On va dans la psychologie cognitive peut-être après. Et puis juste avant de passer la parole, une question botanique. Parce que je savais qu'il y avait des dromadaires et des chameaux en Australie du fait des Européens, mais dromadaire. Hein. Quoique non, j'ai vérifié parce qu'on m'a posé la question, et il y a aussi beaucoup de chameaux qui sont venus de Bactriane, et il paraît qu'il y a eu deux. Le problème c'est qu'en anglais on a que le mot camel. Il y a pas. Oui, mais il y a des chameaux à une seule bosse aussi en Bactriane. Et donc il paraît. Enfin, j'ai été voir sur Wiki, ils disent qu'il y a les deux. Et oui, pardon, hein, mais n'écoutez pas. Non, n'écoutez pas, c'est pas sérieux. Et donc. La question botanique, c'est pour les baobabs, parce que ça, alors je croyais que c'était qu'en Afrique, et donc je tombe des nues. Non, mais en Afrique, il y a une variété de baobab. À Madagascar, il y en a 7, et il y en a 9 dans le monde en tout, et la huitième, c'est en Australie. Voilà, vous le saviez, vous? Bien sûr. Ils ont vu dans Wiki. Ils ont vu dans Wiki. Monsieur d'abord, Brian. Bonjour, Brian Nemec, étudiant en 3e année d'éthologie à Strasbourg, et j'ai une question justement sur le baobab, et qui servait de prison, si j'ai bien compris, parce qu'il est creux. Alors on creuse, il est mort du coup, comment ça fonctionne, l'arbre? Alors moi je suis pas du tout botaniste ni spécialiste des arbres, mais c'est une variété qui existe, enfin la variété qui existe en Australie a tendance, en grandissant comme ça, à avoir le tronc qui va être creux. L'arbre vit toujours, hein, puisque voilà, mais ça peut être très très grand, avec c'est vraiment ces anfractuosités qui sont ni creusées, qui sont pas artificielles et tout. Et l'arbre en fait, il est au milieu, ça se rapproche de certains autres baobabs de Madagascar, où on sait qu'une fois que l'écorce, en dessous de l'écorce, c'est de la pulpe à l'intérieur, c'est très friable, c'est pas du tout. Donc c'est peut-être des pulpes qui se sont desséchées, et une adaptation très ancienne à des conditions très sèches. Et donc vraisemblablement un durcissement de la partie externe de l'écorce, et puis une disparition de la partie molle, on va dire, qui était à l'intérieur. Vraisemblablement une adaptation très ancienne, mais la plupart des baobabs dans cette région ont cette particularité, alors que ceux de Madagascar, quand ils ont cette taille-là, c'est toujours plein à l'intérieur. En tout cas, ceux que je connais, Grandidiri, là, je sais plus comment il s'appelle.
Et vous avez une idée de comment on met la personne dedans, comment on l'emprisonne dedans? Bah là, si on peut revenir si je vous retrouve le PowerPoint, on voit qu'il y a une ouverture dans le baobab, et on avait fait des encoches, et on avait installé une grille avec un cadenas qui se refermait. Ça marche plus là, mais bon. Voilà. Il existe en Normandie. Il existe dans des baobabs. Non, je crois que c'est dans l'Eure ou la Seine-Maritime. Je sais plus. Je crois qu'il n'existe plus maintenant, mais quand j'étais jeune, il existait. C'était très connu. Une chapelle, une église petite, toute petite, grande chapelle qui était constituée en fait du tronc creux un chêne millénaire, un chêne pluricentenaire, avec une porte aussi de la même manière, une grille. Enfin, et donc c'est quelque chose sur les grands arbres comme ça, c'est tout à fait courant. Mais par contre, la prison. Ouais, je pense, là, on ne voit pas très bien, c'est un peu plus petit, mais si vous, en cherchant les images de Baobab, je crois que c'est Baobab Gel et Derby. D-E-R-B-Y, on doit pouvoir la trouver. Et vous voyez que là, la photo qui a été prise assez récemment, il n'est pas mort du tout. Il est en feuille et tout ça. Hein. Et on voit donc l'ouverture derrière, et avec la perspective, même si la personne est assez loin devant, on voit que l'ouverture permet largement de rentrer. Bon, à l'époque où moi j'y étais, il n'y avait pas toutes ces protections autour. Donc nous, on s'y arrêtait très régulièrement, et bon, mes filles, qui maintenant ont plus de 30 ans, mais en avaient 6 ou 7 à l'époque, rentraient là-dedans et s'amusaient comme des folles. Alors, c'est pas très grand, hein, 30 personnes dedans, ça devait être un peu exigu. Hein. Il y a eu jusqu'à 30 personnes dedans, ouais. Et on voit à l'extérieur, bon là on le voit pas parce qu'on est très loin, mais à l'extérieur, il y a les marques justement où on mettait les rivets, et puis avec les anneaux, et on passait les chaînes des aborigènes dedans, et on cadenassait comme sur les bateaux pour la traite des esclaves, quoi. D'autres questions? Il y en avait une tout à l'heure. C'était... Oui. Oui, bonjour, Charles Gravouille en master d'anthropologie. Je trouvais ça intéressant la comparaison avec Ned Kelly, parce que Ned Kelly, en plus, il est né après et mort après John Damara, et en plus, il me semble, de ce que j'ai compris de l'histoire de John Damara et de Ned Kelly, lui, il protégeait surtout les pauvres, il était considéré comme une sorte de Robin des Bois, alors que John Damara, c'était plus une population qu'il défendait. Et donc, je trouve ça curieux, en plus, qu'on me dise Black Ned Kelly, comme si c'était Ned Kelly avant, alors que Ned Kelly était après, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Et il y a aussi un terme que je sais pas si vous l'avez prononcé, mais il y a le terme de Bush Rangers qu'on appelait, c'est des hors-la-loi qu'il y avait à l'époque en Australie, et pas que Ned Kelly et John Damara. Mais est-ce qu'on pouvait appliquer aussi à John Damara le terme de Bush Ranger, parce qu'on l'appliquait à Ned Kelly, mais est-ce qu'on pouvait l'appliquer aussi à John Damara, ou est-ce que on peut différencier de Ned Kelly? Alors pour ce qui concerne alors l'expression de Black Ned Kelly, en fait, elle a été suggérée par Stephen Hawke, qui a fait le script du film et puis qui a ensuite adapté pour la pièce. Mais je pense que ce qu'il voulait dire surtout, c'est que John Damara avait aux yeux des populations aborigènes la même renommée qu'a eu ensuite, parce qu'effectivement c'est après, Ned Kelly pour les populations australiennes blanches. Alors je sais pas combien il y a eu de films sur Ned Kelly, mais c'est effectivement vraiment le Robin des Bois, même si voilà. Alors en ce qui concerne les Bush Rangers, c'est un Irlandais, ouais. En ce qui concerne les Bush Rangers, c'est un peu autre chose, et c'est effectivement plutôt des pillards ou des gens mal intentionnés, des coupeurs de route, on dirait en Afrique ou ailleurs, mais jamais d'amalgame avec John Damara. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut voir aussi, c'est dans le parcours de John Damara. On voit qu'il est né au début donc dans un environnement aborigène, qu'il est parti avec sa mère vers 10 ans dans une propriété tenue par des blancs. Le rôle des femmes aborigènes dans le développement de la colonisation par des éleveurs blancs est fondamental, parce que il faut savoir que dans la loi australienne, il y avait un article qui précisait qu'une femme blanche ne pouvait pas avoir des relations physiques avec un homme noir. Ça, c'était précisé. D'accord ? Non, c'est l'inverse. Qu'un homme blanc n'avait pas le droit d'avoir des relations physiques avec une femme noire. Dans la Constitution ? Dans la Constitution australienne, à l'époque. Hein. Et l'inverse n'était pas... C'était pas officiellement l'apartheid, il n'y a jamais eu ça. C'est-à-dire que la législation...
les premières lois du Queensland ont servi d'appui à l'élaboration de la loi de l'apartheid d'Afrique du Sud. Donc, ils sont pas mal les Australiens. Oui. Et par contre, la réciproque, c'est-à-dire qu'une femme blanche ait envie d'avoir des relations physiques avec un homme noir, n'était même pas présente dans les textes parce que c'était inimaginable. Ok ? Vous imaginez, hein ? Bon. Par contre, tous ces métis qui en Australie et ceux depuis longtemps, ils sont pas quand même. Pas la Vierge Marie, quoi. Enfin, c'est bien passé quelque chose. Donc, il y avait d'une part une utilisation, il y a un terme qu'on utilise qui s'appelle black velvet, qui est un peu, qui a vraiment un sens, bon, pas forcément sympathique. Et en fait, les femmes aborigènes qui s'occupaient du ménage, de la maison, de la cuisine, etc., faisaient un petit peu plus que ça. D'accord ? Alors, on peut très bien le voir comme quelque chose d'imposé par les hommes blancs, de domination sexuelle, etc. Ok, mais il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire que ces femmes-là, puisqu'elles avaient la confiance des fermiers blancs, arrivaient très bien à passer le message de certains hommes aborigènes qui voulaient, par exemple, aller refaire la barrière de tel côté de la propriété, comme ça on pouvait aller faire des cérémonies à cet endroit-là qu'on avait besoin de faire. Donc elles avaient un double rôle un petit peu. Et je pense que l'histoire de John Damara renvoie à ça, c'est-à-dire le rôle de la femme aborigène par rapport aux blancs. Alors lui, il n'était pas métissé. Et puis il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que il est donc élevé par les aborigènes. Ensuite, il va chez les blancs, où là, il y a une espèce de lavage de cerveau. Après, il revient chez les aborigènes, où là, on lui apprend à chasser, à faire des trucs. Il repart chez les blancs parce que bon, il est coincé, il se met au service des blancs. Puis après, le retour à la tradition, et là, hop, en tout cas, la loi tribale, et là, tout s'éclaire et il prend le parti de sa communauté. Et c'est exactement ce qui se passait à l'époque où je faisais mon terrain, jusque dans les années 90, où je suis retourné en 91, hein, en Australie, dans cette région. C'est que les jeunes qui faisaient vol de voiture, qui inhalaient de l'essence, hein, petrol sniffing, ou qui faisaient des cambriolages, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on faisait ? On les prenait, on les ramenait dans le bush, et on leur faisait une cérémonie d'initiation. Donc c'est calqué sur exactement ce qui s'est passé avec l'histoire de John Damara, parce qu'on leur disait, vous avez enfreint des lois tribales, maintenant on va vous apprendre à marcher droit, en gros. C'était assez violent en plus, et physiquement difficile pour eux. Et voilà, donc moi je trouve alors on ne sait pas dans quel sens, qu'est-ce qui inspire l'autre, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a ces références-là qui, quand on connaît comment fonctionnent les sociétés aborigènes actuelles, est vraiment, voilà, encore une fois, on dit qu'on s'inspire de ça, mais peut-être que c'est une transposition en disant, bah, vous voyez, si vous suivez, si vous faites les choses comme on vous le dit, vous allez pouvoir vous lever contre le pouvoir blanc, etc., etc. Donc tout ça, c'est très ambigu, mais en même temps, c'est très révélateur des leviers qui font sens par rapport à la culture aborigène. D'autres questions ? Étienne Claus, étudiant en licence 3 ethnologie. Alors, ce que l'intervention que vous venez juste d'avoir, en fait, me fait beaucoup penser à l'ouvrage de Frantz Fanon, Masque blanc, peau noire, et aussi au prochain et au lointain de Roger Bastide. Justement, est-ce que est-ce que ce mythe vous avez justement dit que le mythe est réutilisé, mais est-ce qu'il est réutilisé d'une manière entre guillemets européano-centrée par les aborigènes? Alors, ce que je pense c'est important, c'est que pendant très longtemps, jusque d'ailleurs dans les années 80, je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire de Pidgeon avait été retranscrite en anglais par un linguiste au début des années 80. Jusque dans les années 80, quand on lit la littérature ethno-historique ou historique de la période coloniale, on n'entend parler que de massacres, qui est réel, hein, ça a vraiment existé. C'est voilà, on faisait des chasses à l'aborigène le week-end, etc., etc. À pratiquement aucun moment on parle de mouvement de résistance aborigène, alors qu'il y en a eu beaucoup plus qu'on a pensé. Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé à émerger, lié avec la revendication d'identité aborigène, les revendications foncières dans les années 90, le droit d'être présent justement aux Jeux Olympiques, d'être reconnu comme tel. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, alors je sais plus, je crois que c'est le dernier match de rugby entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui a eu lieu à Sydney, et il y a eu en premier un discours en langue. Alors j'aimerais bien savoir quelle langue il a parlé, parce que à mon avis,
des aborigènes descendants de ceux qui habitaient à Sydney, ils parlent plus beaucoup les langues vernaculaires, mais passons. Donc un discours d'accueil en langue aborigène par des représentants des tribus aborigènes qui occupaient la région de Sydney, et une réponse par les Maoris. Donc là, on voit même que dans un contexte sportif et décalé, ce qui est intéressant, c'est que, sur ce quoi on s'appuie, on puise, c'est les populations autochtones et leur enracinement profond. Voilà. Alors, pour en revenir un peu à ce que tu dis, je crois qu'il y a à la fois une déculpabilisation de la communauté blanche, parce que nos amis anglo, alors nous on n'a peut-être pas réglé tous nos problèmes avec la période coloniale, mais nos amis anglo-saxons ils y vont dans l'autoflagellation, hein, ils aiment bien voilà, dire qu'est-ce qu'on a fait, c'est horrible, etc. Enfin bon, en même temps, voilà, ceux qui sont maintenant, ils sont peut-être pas forcément responsables de ce qui a été fait il y a 200 ans, quoi. Hein, faut un peu se calmer de ce côté-là aussi. Mais il y a le fait de reconnaître et de s'approprier, un peu comme tu dis. Là, il y a tout un mouvement maintenant dans l'Australie blanche actuelle qui se récupère ces résistants aborigènes. Alors on les met dans la cause lutter contre le changement climatique. Non, mais c'est vrai, récupérés par les mouvements véganes et autres. Enfin, c'est vraiment presque tous les mouvements de revendication face au gouvernement australien contre les essais atomiques, contre la production de ce que vous voulez, etc. Ça part maintenant toujours de quelque chose qu'on pique ou qu'on emprunte aux aborigènes et que l'Australie blanche essaye en tout cas de véhiculer comme étant en partie sienne. Et c'est vraiment intéressant, moi qui ai vécu à la fois le bicentenaire de l'Australie en 1988, même j'étais un petit peu avant, et puis ensuite qui suis retourné récemment et jusqu'à donc 2000, où on voit les aborigènes vraiment faire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je peux vous dire qu'avant les années 80, qu'est-ce qui était glorieux pour un Australien blanc? C'était de montrer qu'on était arrivé depuis 2 ou 3 générations. Point final. Juste plus on s'est approché du bicentenaire, plus les gens recherchaient si leur nom de famille n'était pas dans les premiers bateaux de Forçat, alors qu'il y a quelques années auparavant, être traité de Forçat, c'était vraiment la honte. Descendant de Forçat, alors qu'après c'est devenu un peu glorifiant. Et après le bicentenaire de l'Australie, plus on s'approchait vers l'an 2000, où là, il y a eu tout un truc de reconnaissance des fautes passées, un peu comme en Afrique du Sud. Hein, il y a eu une période d'autocritique et puis d'excuses mutuelles. Vous savez, en anglais, quand on dit I'm really sorry, on a tout dit, quoi. En fait, il suffit de s'excuser. Donc, si on prévient quelqu'un avant, I'm sorry, I'm gonna kill you. Donc voilà, on peut très bien le tuer puisqu'on s'en est excusé. Donc, c'est pas si grave que ça, quoi. Bon, je caricature un peu, mais après, plus on s'approchait de l'an 2000, plus les gens essayaient de trouver un petit peu de sang aborigène dans leur famille. Alors pas trop, hein, faut pas déconner non plus, mais un 32e ou un 64e, ça allait très bien. Parce que ça fait partie d'un processus d'enracinement plus ancien. C'est un pays qui a 220 ans, quoi, c'est tout. C'est que dalle. Et ça, il y a sans arrêt, on trouve, aux États-Unis un petit peu aussi au Canada, cette espèce d'emprunt, de relation ambiguë avec ce que représentent les peuples premiers, les peuples autochtones. C'est assez rigolo d'ailleurs cette histoire de peuple premier, ce terme même peuple premier. C'est vraiment, voilà, ça fait un peu néandertal quand même. Enfin, je sais pas, moi, j'ai toujours des réserves avec ça. Mais c'est les deux références que tu fais, une par rapport à Bastide et Fanon, c'est effectivement des choses extrêmement intéressantes. Et moi, j'ai pas mal travaillé. Je sais pas si vous avez fait attention aux photos des gens que j'ai montrées. Presque une grande partie des gens dans la communauté où j'étais étaient métissés, en tout cas physiquement métissés. Mais eux, dans la communauté, ils se considéraient comme des full blood. On est métis, et alors qu'un quelqu'un de pure race, on va dire aborigène, même si c'est un peu délicat d'utiliser ces qualificatifs, était un métis ou un blanc s'il venait d'ailleurs. Donc c'est ça en fait, c'est d'être considéré comme les autres. Et ça aussi, dans la reconnaissance de l'identité aborigène, pendant très longtemps, ça a été au niveau de la race. On est de pure race ou on n'est pas aborigène, avec une définition faite par le gouvernement australien, qui vous reconnaissait que vous étiez aborigène. Ensuite, il y a eu, fait par l'auto-reconnaissance, c'est-à-dire que les gens devaient affirmer eux-mêmes être aborigènes, donc on pouvait avoir blond avec les yeux bleus, si on était descendant et on s'estimait, et après il fallait être descendant, s'auto-identifier comme étant aborigène et être reconnu par d'autres aborigènes comme étant soi-même aborigène. Voilà. Donc de plus en plus, il y a une auto-reconnaissance, une reconnaissance par le groupe auquel on appartient, et non plus en termes de consanguinité ou de race. Ça rappelle le processus tel qu'il est, on peut le voir dans la presse, dans les travaux des collègues qui travaillent sur les Amérindiens
notamment d'Amérique du Nord, où ils sont, pour beaucoup de sociétés amérindiennes, sont très abîmées. Ils ont perdu leur langue souvent. Elles vivent dans des réserves où un fort taux de suicide, d'alcoolisme, etc. Et une espèce de retour vers l'ethnicité de la même manière. Et souvent, on observe que les leaders les plus virulents, les plus charismatiques, les plus écoutés, les plus agressifs aussi, les plus revendicatifs, c'est des métis et parfois même des blonds aux yeux bleus qui se disent je suis absolument amérindien. Bon, et ça se voit aussi au Québec, ça. J'ai vu des chefs indiens. Il y a eu un powwow à Ornans dans le Doubs, avec des Apaches, des Sioux, des Lakota, des Iroquois, tout ça. Et il y avait un blond, et le mec, il dit, ah, je suis amérindien. Ah, bah ouais, d'accord. Enfin, ça se voit pas vraiment. Enfin, il avait l'habit, etc. En fait, c'était un métis, mais apparemment plus européen mais pour eux, il était, ça. Donc c'est un phénomène très intéressant sur la néo-ethnicité. Enfin, c'est quelque chose qui est en cours et qui est assez universel, et notamment dans des pays, dans des États assez récents comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie, évidemment, avec le conflit dans les deux cas d'ailleurs, il y a un peu la faute originelle, le crime originel de peut-être génocide ou ethnocide, en tout cas de massacre à grande échelle, des exactions et voire de l'apartheid, de la mise à l'écart, enfin c'est une sorte de grand pardon, enfin de réécriture bah oui, d'une certaine manière, parce que là c'est même les gouvernements. Alors je voudrais à ce sujet revenir sur un point extrêmement important que tu as abordé, mais certains auditeurs ici se sont peut-être pas rendus compte de l'importance de ce qui a été dit à ce moment-là. Si, c'était une phrase. Quand tu as conclu, tu as parlé du rôle de l'anthropologue. À propos du positionnement de l'anthropologue, de son rôle justement, par exemple, quand tu as participé un peu, tu as joué un rôle un peu dans l'élaboration qui a été longue, à émerger de ce film. En tout cas, donner suffisamment confiance aux aborigènes de la communauté pour se lancer dans le projet, parce que c'était ça le point le plus difficile. Je voulais rappeler que quand tu évoquais ce monsieur, je ne rappelle plus son nom, qui est le fils du premier ministre de l'époque, Stephen Hawke, et tu disais que alors il était très impliqué en 94, très impliqué dans 93, 94, avant même dans la défense des droits des aborigènes, etc. Et que tu pouvais être opposé dans les conversations, c'était un peu difficile pour lui parce que tu avais une reconnaissance officielle que lui avait pas sur ce domaine. Alors il faut que tu précises peut-être que t'as été appelé par le gouvernement australien au tout début pour étudier communauté aborigène à une époque où il y avait des problèmes de détention et que tu étais reconnu comme un expert de ces choses. Alors on va remonter encore plus en arrière. En fait, j'ai fait ce qui s'appelait avant un DEA, mais qui n'existe plus, qui était à une année de transition entre le master, entre la maîtrise et la thèse. Et j'ai fait une année de DEA à l'université de Sydney, avec des conditions assez draconiennes à l'époque, c'est-à-dire que bien qu'étant anthropologue travaillant sur les aborigènes, c'était spécifié dans mon contrat avec l'université que j'avais pas le droit d'aller faire du terrain. Quand même sympa, hein, mais il se trouve que comme à Sydney il se passait beaucoup de choses, il y avait dans le quartier aborigène de Sydney qui s'appelle Redfern, il y a eu un soir une projection justement d'un film sur la crise de Nunkamba à l'époque. D'ailleurs, Stephen Hawke a fait un bouquin là-dessus. Et en fait, qui était la première fois où dans cette région, qui était une région quand même assez facho au niveau du gouvernement de l'État, c'est la première fois que les communautés aborigènes arrivaient à faire stopper un forage pétrolier parce qu'il était sur un site sacré qui était à proximité de Nukamba, qui était à 40 km de Fitzroy Crossing où j'ai fait mon terrain. Et donc à la fin de la projection, je suis allé voir un des aborigènes du Kimberley Land Council. C'était des Bounouba, là ? Non, pas lui, qui était un des représentants. Et je lui ai dit, ben voilà, moi je suis là dans telle situation et tout, avec cette impossibilité de faire du terrain, etc. Et donc il m'a fait une lettre comme quoi eux m'invitaient
à titre privé et non pas à titre étudiant, donc en tant qu'étudiant. Donc j'ai fini mon contrat avec l'université, il me restait 2 mois sur mon visa australien, donc j'ai été faire 2 mois, premier mois de terrain dans la région. Et après, je suis revenu y faire ma thèse 4 ou 5 ans plus tard. Mais c'est donc grâce à ces mouvements aborigènes qui étaient effectivement très forts à l'époque. En fait, en 81 ou 82, je crois, c'est la première fois qu'une délégation aborigène était reçue à l'UNESCO. Avant, ils n'étaient pas pris en compte, quoi. Hein. Vous savez, la citoyenneté pour un aborigène, ça existe depuis 1967. Avant, ils étaient pupilles de la nation. Donc, ils ne pouvaient pas se déplacer comme ils voulaient, ils n'existaient pas d'existence, quoi, en gros. Donc tout ça, c'est très très récent, et il y a eu des très forts mouvements dans la région, et donc moi je me suis retrouvé à la fois travaillant un peu pour le Conseil de la Terre des Kimberley, un peu pour ma thèse qui était payée par une bourse du gouvernement australien, voilà, et puis aussi tout un tas de choses que Pierre connaît un peu, où j'ai j'ai traduit dans les tribunaux pour enfants. J'ai eu des déboires avec la police locale parce que on avait, avec plusieurs jeunes femmes aborigènes qui avaient été un petit peu serrées de trop près par la police, on avait fait des recours auprès du ministère de l'État pour des histoires ça date pas d'aujourd'hui, vous voyez, de tentatives de harcèlement sexuel de la police par rapport aux jeunes filles aborigènes. Enfin, c'est à l'époque où être anthropologue, c'était un peu Indiana Jones, quoi, quand même. Enfin, mouiller la chemise, quoi. Mais en même temps, d'abord, à titre personnel, je pense pas qu'on puisse faire du terrain et être si proche des populations qu'on l'est dans notre métier sans rien donner en retour. Donc après, ce qu'on donne en retour, ça peut se négocier, hein, bien entendu. Mais il y avait vraiment des très très graves problèmes à l'époque, et pour moi, il était hors de question d'être là, juste collecter des données de terrain, puis après, bye bye, merci, au revoir, quoi. Pour moi, c'était inconcevable. Et c'est très intéressant parce que, pour aller au bout de l'histoire, ma thèse a été interdite de publication en Australie justement par des aborigènes. Et il y en avait plusieurs sur les photos que vous avez vues tout à l'heure, parce que je décortiquais un petit peu, c'est notre métier, en anthropologie, je décortiquais un petit peu le rôle de ces femmes métisses dans la communauté qui, en fait, monopolisaient un peu les budgets, les redonnaient à leur famille, etc., comme on fait parfois dans les universités. Enfin, je veux dire, je sais pas. Non, pardon, d'accord, très bien. Ça arrive. Bon. Et donc, mais pas ici. Et donc, un espèce de monopole à la fois du pouvoir, des emplois, et puis mettre quelques familles en avant. Et donc, même si, comme l'obligeait, on parlait à propos des Inuits tout à l'heure, hein, mais chez les aborigènes c'était pareil, à l'époque, il fallait aller voir une communauté aborigène, présenter ce qu'on allait faire, obtenir une autorisation, dire qu'est-ce que ça allait apporter à la communauté, etc., etc. Quand maintenant vous avez 2 lignes sur l'éthique dans les thèses en France, vous iriez dans les pays anglo-saxons, c'est pas la même histoire. Et donc j'ai un peu perdu le fil. Voilà, aussi, donc j'avais signé moi des engagements comme quoi je devais faire des choses pour la communauté aussi. Donc je faisais des choses pour la communauté. Par exemple, parce que 1980 etc. Et à l'époque, il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud. Faut le signaler. Hein. Là, on est aujourd'hui dans une époque où c'est beaucoup plus facile pour tout le monde, pour les ethnologues aussi. À l'époque, c'était quand même assez rude. Dans le monde anglo-saxon, en Australie, c'était pas facile à l'époque où tu as commencé. Et quand tu parlais de légitimité que tu avais plus que lui, parce que toi, tu étais quand même officiellement accepté, demandé par le gouvernement pour être là. C'était quand même rare. Ils avaient fait appel à un étranger pour ça. Alors, à la fois par le gouvernement, mais en même temps par les aborigènes. C'est-à-dire que les gens avec qui je travaillais là, c'est eux qui avaient souhaité que je vienne et que justement, ça soit un non-australien qui vienne un peu écrire l'histoire de cette communauté. Oui, alors je reviens à le fil que j'avais perdu sur ma thèse, c'est que comme j'avais un peu trop décortiqué l'influence qu'avaient certaines femmes métisses aborigènes dans la communauté, et même si, comme on doit le faire, donc j'avais utilisé à la fois des pseudonymes, j'avais fait un article d'ailleurs après où je parlais d'anthropologie fiction, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on utilise des pseudonymes pour les gens, je veux bien, mais même pour les communautés, il fallait mettre des faux noms, enfin des pseudonymes et tout, au bout d'un moment, on sait plus de quoi on parle, quoi. Par contre, localement, les gens, eux, savaient très bien de qui il s'agissait. Donc, il y a eu un veto par certaines personnes de la communauté sur la publication de ma thèse. Et maintenant, ils l'utilisent encore, notamment par rapport à des histoires, justement, un peu compliquées d'abus sexuels, de choses comme ça, et de tout un tas de choses. Voilà. On nous donnera la référence de cet article ? C'est dans le bouquin de Michel Agier qui s'appelle Anthropologie en danger. Ok. Vous notez, hein, Michel. Anthropologie en danger.
Et puis s'il y a des gens que ça intéresse, j'ai le lien maintenant, ma thèse, ça y est, il y a un lien, on peut y avoir accès à la thèse en anglais, voilà. Oui, alors. D'autres questions? Oui. J'ai juste une Non, on a le temps. dernière petite question. Mademoiselle. Oui. Donc, Elena Landman, je suis aussi étudiante en licence 3, d'ethnologie. C'est toujours lié, en fait, au sujet que vous avez mis sur la table, et qui, moi, me fait beaucoup penser au texte de Barnes. Attendez. Non, je me rappelle. Tu me complètes, ça me parlera. John Arundel Barnes, qui parlait justement des problématiques et politiques. Lui, c'était en contexte colonial. Mais ce que je veux simplement... ma question, elle porte précisément sur le raisonnement que vous avez eu au moment de la publication, du coup. Qu'est-ce qui vous a fait décider de parler ou non des choses, par exemple, comment dire, vous avez mis des pseudonymes, d'accord, mais est-ce que vous avez quand même eu un raisonnement à un moment donné pour décider ce que vous alliez mettre ou pas, si vous alliez enlever des choses, si vous alliez... Parce que vous étiez un petit peu vous aviez à la fois un parti pris avec, de ce que j'ai compris, avec le gouvernement et avec la communauté, voilà. Donc comment vous avez un peu Alors en fait le point sur lequel et c'est encore une fois une interprétation de la loi du droit qui n'est pas le même chez les anglo-saxons et chez nous. C'est-à-dire que ce que les deux personnes ont objecté à mon travail, c'est que une partie des éléments que je présentais pour illustrer une analyse venait d'un contexte qu'elle considérait, elle, comme étant hors travail ou amical, on va dire. Voilà. On avait pris un pot, on discutait de trucs, et voilà. Pour moi, quand on est anthropologue et qu'on est sur le terrain, on l'est 24 heures sur 24, quoi. Peu importe ce qu'on fait, ou voilà. On va pas dire, attention, maintenant, pendant 5 minutes, on parle, là, c'est de l'anthropologie, après, on est potes et on parle d'autre chose. Voilà. Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal avec ça et je me refuse de procéder comme ça. Après, chacun peut aussi avoir l'interprétation et le droit de dire, bah non, ça, je veux pas qu'on en parle. Mais je peux vous certifier que, à certaines périodes de mon terrain, qui était juste avant que cette communauté a récupéré ses droits fonciers, etc. Donc j'étais vraiment à une période charnière où les gens ont récupéré toutes les terres qui leur avaient été piquées par les missionnaires, juste à la fin de mon terrain. Bon, il y a eu une cérémonie restitution officielle, etc. Il est tombé des trompes d'eau, les aborigènes étaient tous complètement bourrés, donc les missionnaires, vous imaginez, qui pendant 50 ans a essayé de leur apprendre à pas boire. Je trouvais ça assez drôle, mais enfin bon, passons. Et les gens pour eux c'était extraordinaire. Moi j'étais vraiment à cette période où j'avais accès des deux côtés, des données des deux côtés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et puis pour revendiquer ces droits fonciers, à l'époque, ça a changé la législation australienne, mais à l'époque il fallait montrer qu'on avait une continuité d'implantation sur les terres ancestrales. Quand on sait que 90% des populations ont été déplacées de force, c'est pas évident. Une continuité, une filiation directe avec les premiers occupants, ça aussi à montrer, c'est pas simple. Je sais pas si vous avez entendu parler de la Stolen Generation, où on prenait les enfants aborigènes qu'on faisait élever dans des endroits où... Ça me rappelle l'île Maurice avec le père de la Constitution. Ouais, comment il s'appelle mais si, Debré, Michel. Ah, ouais, Michel. Debré qui a pris les enfants de la Réunion et les a envoyés en France. La même, tu es au courant? Ah, c'est ça, oui. J'ai lu dans Wikipédia. Et puis bon, il y avait ça, et puis il fallait montrer qu'on avait des cycles cérémoniels qui aussi continuaient. Et pour ça, en Australie, chez les aborigènes, il faut avoir des objets cérémoniels qui s'appellent des churinga, qui sont des objets extrêmement secrets et sacrés que seuls les hommes initiés peuvent toucher. Ah, c'est bien, vous faites du sport en même temps. Et que donc, ou que les femmes initiées peuvent avoir, parce qu'il y a des objets féminins aussi, il n'y a pas que des objets masculins. Et il se trouve que voilà, à un moment de mon terrain, on est parti avec une ribambelle d'aborigènes chercher ces objets sacrés dans des grottes. Et là, il y a des cérémonies masculines qui se font, et les gens m'ont là demandé, m'ont dit, bah voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est entre toi, les objets et nous. Jamais t'écris là-dessus, jamais tu publies là-dessus, etc. Et donc, voilà, ça, si l'engagement est clair au départ, voilà. Donc à ce moment-là,
Et il n'y a pas qu'en Australie, il y a d'autres situations où je me suis trouvé où on m'a dit ça, non. Moi aussi, Voilà. Et donc, à ce moment-là, on est tenu. Je crois qu'on a aussi, et ça a été à l'époque justement des revendications foncières aborigènes, ça a été la première fois où un anthropologue a réussi à faire admettre le principe qu'ont les avocats ou les médecins de ne pas divulguer ces informations parce que voilà, c'est secret professionnel. Donc les carnets de terrain d'un anthropologue, c'est secret professionnel. En tout cas en Australie, c'est considéré comme tel. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de les communiquer, vous n'êtes pas obligé de les donner à qui que ce soit. Voilà. Mais lorsque la question se posera, elle se pose et se posera toujours sur tous les terrains, même en France, le créateur de la première monographie consacrée à l'ethnologie de la France est reconnu comme étant celle de Bernot et Blancard. C'est Nouville, un village français. C'est paru en 50 ou 51. Et ça a été réédité il n'y a pas longtemps avec une préface de Lévi-Strauss. C'est considéré comme la première monographie concernant la France. Eh bien, Nouville, un village français, n'existe pas. C'est un village de Seine-Maritime à la limite de la Picardie et tous les noms sont changés. Parce que les villageois ont demandé à ce que ce soit absolument secret parce que toutes leurs histoires étaient en fait mises à jour, quoi. Et donc ce point-là est absolument universel, il est toujours d'actualité partout. La question qui se pose au final entre l'anthropologue, l'ethnologue, parce que moi, toi tu prends le mot anthropologue au sens anglo-saxon là, l'ethnologue. Là, on parle d'ethnographie là, sur le terrain, hein, entre l'ethnographe et le peuple qui l'accueille, qui l'étudie, qui le vit. Évidemment, il y a une symbiose, une sympathie, une empathie, une amitié, des amitiés, des inimitiés aussi qui se créent, mais qu'il faut prendre avec tolérance et respect. Et la première des choses, c'est l'engagement de soi. Si des villageois vous disent ça, tu as le droit de voir, mais tu n'as pas le droit d'en parler. Et que c'est un choix, vous avez le droit de pas y aller, vous avez le droit de dire moi je marche pas. Mais si vous le faites et si vous voulez voir les choses, vous ne devez pas tricher. C'est ça le point le plus important. C'est vous devez respecter votre parole. Et là on retourne à la tradition orale. Très souvent, regardez Lucky Luke ou les films de cow-boys par milliers, les westerns, qui reflètent l'histoire réelle des Américains qui avancent sur la frontière et conquièrent les terres des Amérindiens. C'est une succession de mensonges, de tricheries et d'escroqueries de la part des autorités, des soldats et du gouvernement américain, du président des États-Unis qui envoyait lui-même pouvait s'y déplacer, fumer le calumet de la paix avec les Indiens, puis et les entuber ensuite immédiatement après. Il leur volait les terres, il leur mentait, il déchirait les traités, ils n'avaient rien à faire. Et la réalité, c'est que nous, ethnologues, on doit respecter ce qu'on a dit. Si on a promis qu'on n'en parlait pas, et moi je trouve, parce que il faut le signaler, le fait de pas publier la thèse de Bernard Moiseau, qui n'a pas publié sa thèse sur ce peuple, c'est pour un ethnologue qui fait carrière dans le métier, qui va devenir chercheur au CNRS, à l'IRD ou professeur d'université, c'est une pénalité, c'est un handicap lourd. Eh bien, c'est très courageux, c'est un acte militant, c'est un acte politique. Ça, c'est une ethnologie engagée, mais plutôt dans le sens respectueux. Et c'est très important de le dire. Et qu'aujourd'hui, je suppose que la mise en ligne fait que les différents intervenants sont morts ou vieux, et que c'est moins grave. Non, je parle pas de toi, je parle de les anciens sont morts, ceux qui pouvaient. Les conflits sont apaisés, la situation politique en Australie a changé, les paramètres sont plus les mêmes, la mise en ligne ne pose plus de problème. C'est vrai aussi que pour nous c'est moins important. Moi non plus, j'ai pas publié directement ma thèse. C'est pas, on a envie de refaire autre chose. On fait des livres, on fait des articles. Après, c'est à chaud qu'on publie une thèse. Mais le fait de pas l'avoir fait, c'est un engagement respectueux que je souligne et que j'applaudis moi, quant à moi, parce que c'est pas courant. Merci.